Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes prêts? Nous aussi, vous êtes sur Web Info TV, vous êtes les bien informés, bien évidemment, parce que vous nous regardez en direct de la ville touristique de Goma, ici à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez peut-être, un jour après la délibération de la cité des Saké, cette cité a été reprise par les rebelles du M23, c'était hier. Et pour en parler, aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir un analyste politique, un analyste social, un analyste également économique, un analyste juridique. Lui, c'est Monsieur Christopher Mouissa qui est ensemble avec nous sur ce meilleur plateau de Web Info TV pour parler de cette actualité. Bonjour et bonne arrivée, Monsieur Christopher. Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci de cette occasion que vous nous accordez pour aborder un sujet aussi très important lié à la sécurité de notre pays. Vous n'êtes pas à présenter, vous êtes déjà habituel de notre plateau de Web Info Télévision. D'entrée de jeu, dites-nous d'abord l'actualité qui vous a marqué durant cette semaine, comme nous sommes à la fin. Il y a plusieurs actualités, notamment effectivement cette nouvelle défaite des FARDC en perdant cette agglomération de Massissi Centre. C'est une actualité qui nous a beaucoup plus marqué. Au-delà de ça, il y a eu les organisations de la société civile et mouvements citoyens qui ont tenu les points de presse. Et il y a eu malheureusement cette répression de la police qui a pu arrêter ces jeunes activistes qui ne faisaient que leur devoir patriotique, celui de rappeler le gouvernement qu'il doit vraiment rétablir la paix et la sécurité, en fait que cette souffrance, quand dit les compatriotes dans les camps de déplacés, puisse être tant soit peu assoupli et qu'ils puissent regagner leur milieu. C'est ça vraiment l'actualité beaucoup plus sécuritaire qui nous a marqué et nous obtenons encore cette faveur de parler sur Web Info Télévision. Alors, si nous restons, mon frère Christopher Mouissa, sur la question de l'interpellation de ces militants pro-démocratie qui ont été interpellés hier, c'était vers 9h, et ils ont été relaxés, c'était vers 19h, heure de Kilidiwe, nous sommes toujours à Goma. Dites-nous, qu'est-ce que ces militants étaient en train de réclamer et pourquoi on les a arrêtés? Alors, lorsque vous lisez même la Constitution, son article 26, qui donne le droit effectivement à tout citoyen, un groupe de citoyens qui aimeraient manifester pacifiquement dans toutes nos violences, ils doivent informer l'autorité et l'autorité à son tour doit effectivement prendre acte, c'est-à-dire développer tous les mécanismes nécessaires de protection et les garanties effectivement de circulation des personnes et de leurs biens, parce que lorsque vous allez même à l'article 27, il est clairement dit que personne ne peut être contraint à participer à une activité. Donc, la responsabilité la plus grande revient à l'autorité parce que aussitôt saisis par les organisateurs, ils devraient les appeler pour essayer un peu de leur donner certaines directives dans le respect effectivement de l'ordre public pour qu'ils puissent aboutir à leur activité, notamment et de lire le mémorandum au bureau du gouverneur des provinces. Mais curieusement, par grande surprise, nous avons vu que l'autorité a brillé par un certain comportement antidémocratique, parce que c'est de la Constitution qu'il s'agit ici, bien que nous soyons sous état de siège. Il y a même l'article 61 de la Constitution qui parle clairement que même si on est dans une situation d'état de siège, les libertés, le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine doivent être protégés. Donc, en droit, en fait comme en droit, les militants de la lucha devraient effectivement bénéficier de toute cette protection des services de sécurité, en fait qu'ils puissent acheminer en bien leur activité. Donc, nous décrions ce comportement antidémocratique et nous espérons que l'autorité prochainement aura effectivement à ne pas user de ce genre de dérives dictatoriales qui ne font que ramener notre pays et le niveler encore vers le bas en matière de droits de l'homme et de démocratie. Christopher, parmi les militants et activistes arrêtés figure une célébrité, donc un célèbre musicien de la ville de Goma. Donc, il est bien connu dans la région. On l'appelle M. JKM Rambo. Dites-nous comment est-ce que vous avez réussi cette information? Alors,
En tant qu'éducateur de masse, l'artiste JKM, à qui d'ailleurs j'exprime tout mon soutien, parce que en tant qu'un artiste, on ne devrait pas le traiter ainsi. Il est un citoyen de ce pays, il fait un grand travail de sensibilisation, un grand travail de conscientisation des masses, d'interpellation des autorités. Et pour cela, je ne trouve pas aucune raison qui pourrait amener les autorités policières, effectivement, parce qu'ils sont sous la responsabilité du maire de la ville, à aller jusqu'à agresser, jusqu'à brutaliser les jeunes activistes qui étaient jadis non violents, qui ne représentaient aucune menace vis-à-vis des forces de sécurité, mais également qui n'ont pas troublé l'ordre public. Parce que lorsque vous voyez leur itinéraire, de là où ils ont commencé jusqu'à là où ils ont été brutalisés par la police, ils n'avaient commis aucune casse, aucune injure. Donc ils étaient vraiment dans toute légalité, dans toute légitimité également de mener cette activité, surtout que les raisons qui ont poussé à ce qu'ils puissent manifester sont des faits que nous sommes en train de décrier. Nous avons besoin que les FARDC puissent lancer les offensives afin de récupérer toutes les zones occupées par le Rwanda à travers les supplétifs. Mais les FARDC sont en train de le faire. Nous avons besoin effectivement de rétablissement de la paix. Nous avons besoin que nos compatriotes puissent rentrer dans leur village, dans leur localité, pour qu'ils puissent y vivre de façon paisible, de manière quotidienne comme ils le voulaient. Mais aujourd'hui, recommander la paix, la sécurité, c'est d'abord un droit garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Charte africaine des droits de l'homme, par la Constitution de notre pays. Et le Congo a déjà ratifié plusieurs conventions, plusieurs traités et plusieurs accords en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Donc lorsque nous assistons déjà à de telles dérives et de surcroît avec des artistes de grande renommée comme JKM, qui est un artiste révolutionnaire, un citoyen congolais qui fait un grand travail qui par contre devrait être rémunéré par l'État congolais, mais malheureusement ça soit encore le même État qui réprime l'artiste, qui ne fait que réclamer son droit, qui ne fait que exercer son devoir. Et pour moi, je pense que au-delà de tout ce qui s'est passé, il faut que la Lucha et toutes les organisations de la société civile s'organisent, voir dans quelle mesure on peut déposer même une plainte contre l'autorité, parce que ces genres de cas sont des cas effectivement à décrier, que nous devons décourager par tous les moyens nécessaires que nous offrent les droits et même les faits sociaux avec lesquels nous sommes en train de vivre. Merci, M. Christopher. Un jour après la libération de la cité de Saké, cette même cité a été reprise par les forces rwandaises qui sont donc en train d'opérer sous le label d'IM23. Alors, il y a plusieurs questionnements que nous faisons, parce qu'il faut préciser que ce n'est pas la cité de Saké, mais c'est beaucoup plus Massissi Centre. Ah, je dis bien Massissi Centre. Oui, qui est tombé quelques 4 jours, c'était le dimanche. Et les jeudis, les FARDC ont eu, en tout cas, l'avancée sur cette localité, ces chefs-liés du territoire de Massissi. Et curieusement, quelques 24 heures après, nous avons suivi le communiqué du commandant, du général de brigade Ekenge, Sylvain, qui a confirmé une nouvelle fois que nous avions perdu le contrôle de Massissi Centre. Et nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui a poussé que nous puissions perdre Massissi Centre? En face de toutes ces forces que nous avons, les Ouazalendou, qui sont nombreux dans la zone et qui maîtrisent bien cette contrée, nous avons les FARDC, nous avons les contingents burundais, nous avons les matériels nécessaires, notamment les Sokoi, les chars de combat et tous les moyens logistiques mis à leur disposition, mais nous avons été surpris de voir que nous avons perdu la localité ou la commune rurale de Massissi Centre. Pour moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est vrai, on peut accuser les marques de stratégie, mais je pense également à une certaine complicité, une certaine infiltration. Parce que vous verrez que, par exemple, dans le front nord, l'ennemi a du mal à percer certaines localités. Mais dans le front sud, il y a une certaine facilité à atteindre des localités, parce qu'à moins d'un jour, de samedi à dimanche, le 1-23, le Rwanda a réussi à récupérer plus de 5 localités, plus de 5 villages qui tombaient les uns sur les autres. Et nous nous posons la question, est-ce qu'il y a une complicité communautaire au niveau
du territoire de Massissi, où carrément l'ennemi nous a surpassé en termes d'espionnage, en termes d'infiltration et de renseignement. Voilà autant de questions que nous nous posons, mais il faut préciser que c'est vraiment une humiliation pour nous en tant que Congolais, c'est une humiliation à toute notre armée qui fait partie des 10 meilleures armées en Afrique, mais qui soit humiliée par l'armée rwandaise, effectivement, à qui on ne néglige pas non plus, parce que vous avez suivi les différents rapports des Nations Unies qui vous disent que le M23 est considéré comme une armée professionnelle qui détient tous les matériels nécessaires. Et moi, en ce que je sache, toute une petite rébellion ne peut pas avoir ce genre de matériel. Ça doit nécessairement provenir de quelque part, notamment au Rwanda et en Ouganda. Comme c'est officiel déjà. C'est déjà officiel parce que plusieurs rapports l'ont déjà démontré. Les Nations Unies, vous souvenez, en 2022, lors d'un point de presse ici de M. Gilman, qui était le porte-parole de la MONUSCO, il a dit très clairement que le M23 avait une logistique qui était au-dessus de celle des Nations Unies, qui était également au-dessus de celle des FARDC, de surcroît, parce que lorsque vous avez une logistique plus que celle de la mission des Nations Unies, qu'en est-il d'un État comme la RDC? Mais c'était peut-être une blague. Hein? Non, c'est pas une blague, parce que possible, hein? Au lendemain de cette déclaration, il y a le président, à l'époque le président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, qui est arrivé à Goma. Il a tenu un discours en disant nous ne voyons plus même la nécessité de continuer à coopérer avec la MONUSCO parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle est là, elle n'a rien fait. Et au lendemain, il y a eu des manifestations qui ont causé malheureusement des morts. Et ces manifestations avaient eu lieu le 25, le 26 et le 27 juillet, qui a causé plusieurs morts à Goma, à Uvira, à Kanyabayonga et à Kasindi. Il y a eu des morts, des Congolais qui sont morts parce qu'ils ne réclamaient que la paix, la liberté. Et ce sont les droits régaliens, reconnus d'ailleurs par les Nations Unies et l'ensemble de tous les autres pays qui aspirent effectivement à la démocratie et à la paix. Pourquoi chez nous, effectivement, lorsqu'il s'agit des questions de paix, on doit forcer la RDC à négocier avec les gens qui menacent son intégrité territoriale, qui menacent sa souveraineté. Alors, Christopher Mouissa, dites-nous qu'est-ce qui a cloché? Dites-nous qu'est-ce que l'armée rwandaise aurait dépassé notre armée congolaise pour récupérer un millier dans moins de 24 heures? Alors, pour moi, c'est encore une commune rurale. Je vous dis, c'est le chef-lieu du territoire de Massissi. Et puis, c'est une zone très stratégique parce que vous savez que lorsque vous contrôlez déjà Massissi Centre, vous avez déjà une ouverture vers Nyabiondo, vous avez une ouverture vers Katale et pratiquement vous avez la possibilité de contrôler presque toute la zone parce que ils sont déjà à Rubaya, ils sont déjà à Kichanga, ils sont déjà à Mweso et à Mweso vous avez vu ces flux de déplacés qui ont fui dans les hôpitaux de MSF et ça rend encore la situation de plus en plus compliquée sur le plan humanitaire. Donc moi ce qui est arrivé, ça me rappelle encore le jour où Kichanga était tombé. C'était presque de la même manière. Après quelques jours, on vous dit qu'on a récupéré, ensuite on a perdu le contrôle de cette localité, de ces grandes cités qui, effectivement, lorsqu'on parle de ces cités-là, Kichanga, qui est effectivement une zone qui regorge beaucoup de minéraux, et il y a plusieurs autres au niveau international qui sont déjà passés par là, les Ban Ki-moon, les Hillary Clinton, les Nikki Haley. Donc, ce sont au fait des sites, lorsque vous voyez la progression du M23, ils prennent ne serait-ce que des zones aussi stratégiques, lorsqu'ils percent déjà vers Kalembe, allant vers Bouleusa, pour prendre la localité de Pinga, vous comprenez qu'ils ont tout un plan avec lequel ils sont en train de marcher. Et pour nous, quel est notre plan? Si ils sont en train d'utiliser l'espionnage, s'ils utilisent l'infiltration, s'ils utilisent la complicité même interne au sein des forces armées et quelques VDP, parce que ce sont des réalités qu'on ne peut pas se cacher, on ne connaît pas comment est-ce qu'on contrôle les VDP, on ne connaît pas, je ne confirmerai pas la raison pour laquelle je parle au conditionnel, mais en voyant la manière dont certaines localités tombent, en voyant la manière dont certaines cités, nous les perdons, parfois sans combat, ça nous pousse à réfléchir en tant que des scientifiques en disant quelle est la stratégie qu'on utilise. Parce que je vous ai démontré ici que dans le nord, vous avez vu lorsqu'ils prétendaient prendre
Lubero Centre, vers Kirumba, vous avez suivi la mobilisation qui a eu. La population vous disait, une fois ils arrivent à Lubero Centre, si une fois ils arrivent à Kirumba, nous déjà à Butembo, nous commençons à nous mobiliser pour les arrêter. Et les Soko, ils sont montés, les commandements, comme il y a chevauchement malheureusement des commandements, on ne sait pas qui contrôle la partie du front nord, c'est le général Mandevou, mais du côté sud, il ne se fait pas beaucoup plus entendre, ça c'est d'une part, mais de l'autre côté, je vais sur le plan judiciaire. Lorsque dans le nord, nous perdons certaines localités, vous suivez directement des procès en flagrance dans les tribunaux militaires de garnison de Butembo Beni, il y a directement des procès en flagrance et les gens sont condamnés. Mais dans les sites, il n'y a aucune interpellation, il n'y a aucune communication. Et c'est pas plus tard qu'hier que nous avions aussi que Massissi venait encore d'être perdu à nouveau. Alors que dans l'opinion, les gens savaient que non, c'était juste des fausses rumeurs. Si le plan médiatique, le niveau de notre communication, lorsque déjà dans la zone ici, nous ne savons pas qui contrôle l'organe de communication de l'armée, il faut attendre Kinshasa, chez Ekenge pour être informé. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de difficultés dans la chaîne de commandement, dans la chaîne de communication et même dans la chaîne de planification parce que je vous l'avais dit dans une de vos émissions ici, nous avons un sérieux problème dans cette guerre parce que nous ne savons pas qui contrôle qui commande, qui communique comment. Vous voulez qu'on vous dise ça publiquement? C'est eux qui comptent, c'est eux qui connaissent, ils ne peuvent pas donner les secrets de l'État, en fait. Quand on parle de questions de sécurité, il faut le voir dans toute sa globalité. Nous avons besoin de l'information. Et ça, c'est l'article 24 de la Constitution qui le dit très clairement que le droit à l'information est garanti, surtout pendant la période de guerre. Et lorsque vous êtes dans une situation de guerre, il y a ce qu'on appelle la communication pendant la guerre. C'est-à-dire, même la population devrait se mettre d'accord autour de ce qu'on appelle les éléments de langage à utiliser. Vous êtes spécialiste en communication, vous savez ce que je suis en train de dire. Est-ce que nous avons des éléments de langage à communiquer dans cette guerre? Peut-être vous, les gens de la presse, oui, mais pour nous, de notre côté, les organisations de la société civile, nous ne sommes pas encore saisis de ça. Jusqu'à ce que le ministre de la Justice commence à menacer tout le monde, que tout acteur de la société civile, tout journaliste, tout religieux, prophète, qui que ce soit, qui relayerait les informations de l'ennemi va subir la peine de mort. Nous sommes dans quel la rigueur de la loi, la peine de mort. Et là, ajouté à la fin, vous imaginez la peine de mort. Donc là, vous voulez dire que vous voulez même comment est-ce qu'on dit, estreindre le journaliste à ne dire que les informations qui plaisent au gouvernement. Alors que le journaliste jouit de la liberté de la presse et de la communication. C'est-à-dire, par rapport à votre ligne éditoriale, vous vous dites, voici les informations pour lesquelles moi je dois diffuser. Certes, vos médias doivent être accrédités par le gouvernement à travers les ministres de la communication et des médias. Et à cela, nous devons avoir, comme je le disais, la stratégie de communication en temps de guerre. Mais est-ce qu'on vous a relayé la communication, à part ce que Mouya a fait dans ce qu'on appelle les briefings, et on mélange tout le monde. Donc, vous voulez que les gens communiquent comment alors que nous n'avons pas de plan de communication? Vous voulez que nous puissions utiliser quel élément de langage que nous ne connaissons pas? Donc, les narratifs du Rwanda ici. De l'autre côté, on parle des narratifs de l'Ouganda. De l'autre côté, donc, on est dans une confusion totale et pour ça, on ne peut pas menacer les gens, d'autant plus que les préalables n'avaient pas été respectés. Quand je vais revenir sur la question que vous me posez, est-ce qu'il y a un plan militaire? Moi, personnellement, par rapport à tout ce que j'ai connu en droit humanitaire international, qu'on appelle également les droits de guerre, ce qui est en train de se passer ici, nous avons des difficultés. Sur le plan juridique, on m'a posé cette question dans une des conférences, la qualification de la guerre. Est-ce que vous connaissez cette guerre si c'est un conflit interne ou c'est un conflit interne internationalisé ou c'est un conflit intra-étatique? C'est vous qui connaissez. Hein? Alors, lorsque vous prenez même la configuration et vous posez cette question aux autorités, ils ont du mal à vous répondre. Et selon vous, c'est quel genre? Ils vous disent justement c'est l'agression. Selon vous, c'est quel genre? Alors que les autres vous disent que du fait que vous avez les acteurs qui sont des nationaux dans votre conflit, on peut le considérer comme déjà un conflit armé interne. Mais lorsque vous prenez les ramifications avec le Rwanda et l'Ouganda,
on peut les qualifier d'un conflit interne internationalisé. Ça reste aussi à prouver, parce que le gouvernement, malgré les rapports qui sont en train d'être suivis par le Conseil de sécurité des Nations Unies et beaucoup d'organisations internationales, ils impliquent l'Ouganda dans cette guerre. Mais au même moment que l'Ouganda est cité dans plusieurs rapports, le gouvernement est en collaboration militaire dans ce qu'on appelle l'opération Souja, la mutualisation des forces pour neutraliser les ADF. Lorsqu'on parle du Rwanda, on voit directement l'agression, mais au même moment, nous voyons le gouvernement congolais qui a signé le plan de neutralisation avec les FDLR. Lorsque vous prenez le Burundi, avec qui nous avons aussi le partenariat militaire, les Burundais sont encore plus actifs dans la partie de la province du Sud Kivu, surtout dans ce qu'on appelle la plaine de la Ruzizi, pour venir traquer les rebelles Red Tabara qui menaceraient le pouvoir au niveau du Burundi. Donc, c'est difficile déjà en termes de qualification et d'identification du conflit et comment nous allons mener la guerre là-dessus. Quand je reviens dans la guerre proprement dite, dans le droit humanitaire international, on interdit d'utiliser les civils comme des boucliers humains. Mais ici, nous avons les Wazalendo, que moi je considère comme des civils, des civils, des réservistes qui ne devraient pas être au premier plan, parce que le fait de les mettre au premier plan, ils sont utilisés comme les boucliers humains. Mais à ce titre ici, si je reviens maintenant sur le plan technique et opérationnel, vous savez, dans les opérations militaires, il y a ce qu'on appelle l'unicité de planification. C'est-à-dire, tous les partenaires militaires avec lesquels nous avons, les FARDC en premier, parce que c'est l'armée loyaliste. En deuxième, vous prenez les forces burundaises, les contingents burundais avec lesquels nous sommes en collaboration. Ça, on y ajoute, malheureusement, il y a complexité de forces, on y ajoute les forces de la SADC. Nous voyons des mercenaires ici, et vous avez les VDP. Ça, c'est dans le front sud, au nord Kivu. Quand vous êtes dans le front nord, on y ajoute également les Ougandais qui sont là. Mais lorsque vous êtes en présence de toutes ces forces ici, il faut se rassurer que vous avez d'abord l'unicité de planification des opérations. C'est la première des choses. Deuxièmement, vous devez avoir ce qu'on appelle l'unicité de commandement. Qui commande? Parce que toutes ces armées doivent avoir un seul commandant. Pour vous rassurer que lorsque l'ordre est donné, il est respecté à tous les échelons. Troisièmement, c'est l'unicité de communication. Tout le monde ne peut pas parler dans une guerre. Vous devez avoir tout un organe de communication qui sera en train de relayer les informations. Et vous avez l'unicité aussi de la logistique. Parce que en toute cette présence et cette grande dimension des conflits, il doit y avoir des spécialités. C'est-à-dire la répartition des responsabilités. Nous savons que, par exemple, la SADC pourrait nous aider en termes de formation des militaires. Nous savons que les Wazalendo nous pourraient nous aider en termes de logistique. Je donne à titre juste d'exemple. Nous savons que d'autres peuvent nous aider avec l'armée aérienne. D'autres, donc on se répartit vraiment des responsabilités, mais en ayant une unicité de commandement, une unicité d'opération, et ça vous permet d'être efficace sur le terrain. Mais ici, comme je le disais, nous avons beaucoup d'officiers qui commandent la SADC. Et à quel niveau? Qui gère la logistique de la SADC? Qui commande les Wazalendo? Surtout qu'ils sont aussi plusieurs groupuscules. Ils se battent entre eux également. À un certain moment. Qui commande les Burundais? Qui commande les Burundais combattent aux côtés des FARDC. Mais qui le commande? Mais tous sont je suis dans une logique d'unicité de commandement. Si nous avons un seul ennemi, qui est le Rwanda, et qui est, par exemple, dans une unicité de commandement avec les 1-23. Mais à plus forte raison, nous qui avions toutes ces forces, mais qui sommes incapables de sécuriser les milliers et de repousser le plus loin l'ennemi. Voilà autant de questions que nous nous posons. Et pour moi, lorsque moi je fais des analyses, je les fais en tout cas sans état d'âme et sans pour autant faire plaisir à qui que ce soit, pour aider la lanterne à comprendre. Est-ce que cette problématique de la guerre, elle est au niveau politique et diplomatique ou au niveau opérationnel avec l'armée? Selon vous, c'est où la problématique? La problématique, pour moi, c'est au niveau politique. Parce qu'il n'y a aucun pays qui a été créé pour protéger un autre. Qu'est-ce que nous investissons
dans notre armée, en termes de ressources humaines, en termes de la logistique, en termes de la stratégie, en termes d'alliés. Le comble avec notre pays, et ça je reviens particulièrement à la responsabilité du président de la République, il a voulu se faire ami à tout le monde, en faisant plusieurs voyages, même avec les pays avec lesquels nous ne partageons peut-être pas les mêmes idéaux. Vous-même, vous êtes chez les Russes, vous êtes chez les Américains, vous êtes chez les Chinois, vous êtes chez les Français, vous êtes partout au même moment. Conséquence, au lieu de trouver plusieurs amis, on a maintenant plusieurs ennemis. Parce qu'aujourd'hui, on dit clairement que la France soutient le Rwanda, par ricochet, toute l'Union européenne. Mais lorsque vous êtes en face de tels conflits, quelles sont les mesures internes que vous prenez? En premier, il faut se rassurer d'avoir la légitimité interne, parce que lorsque même les décisions, vous allez les prendre, elle aura également de légitimité à l'extérieur. Mais ici, le président de la République a pris plusieurs décisions de façon unilatérale et discrétionnelle à l'extérieur, sans que cela ait effectivement de la légitimité interne. Certaines décisions qui recommanderaient qu'il les prenne en collaboration avec le Parlement et le gouvernement, il ne l'a pas fait, il l'a fait seul. Et ça, effectivement, ce n'est pas en violation de la loi parce que l'article 213 de la Constitution lui reconnaît cela. Mais pour des raisons, comme je l'ai dit, de la légitimité et de l'unité en interne, le président de la République devrait passer par cette procédure-là, de consulter les deux présidents des deux chambres du Parlement, de consulter les premiers ministres, de consulter même certaines personnalités et même l'opposition, pour moi, parce que c'est une question d'État. On ne peut pas arriver à un niveau où, quand ça barde, quand ça bloque, que vous voulez maintenant commencer à chercher des responsables ailleurs, alors qu'en amont, vous devriez les consulter. Et ça, c'est une grosse erreur, pour moi, sur le plan stratégique, parce que ça ne nous favorise pas. Autant que nous avons une certaine fragilité en interne, ça ne permet pas de parler un même langage, parce qu'on a parlé de la question de la communication, nous n'allons pas y revenir. Ça crée cette fissure, et aujourd'hui, on politise la guerre. Okay. C'est devenu, lorsque les FARDC gagnent, on parle de la victoire du chef de l'État et de sa famille politique. Lorsque les FARDC perdent, on dit que non, il y a même l'opposition qui n'a pas critiqué, il y a des autres qui jouent le jeu de l'ennemi, et ça fragilise encore davantage, ça crée la division et la séparation dans la communauté qui devrait être censée être unie pendant cette période de guerre, très solidaire pour soutenir notre armée, et effectivement, il y a des décisions politiques qui permettent en sorte que lorsque la politique, la société civile se mettent ensemble, l'opposition, pour pousser les FARDC, ils ont tous ces grands soutiens et ils ont la possibilité effectivement de gagner la guerre. Mais au même moment que vous recommandez aux gens de soutenir l'armée pour qu'elle continue effectivement avec toute cette motivation de gagner, au même moment vous signez des accords de cesser les faits. Ça nous met dans une confusion totale. Ça met le peuple dans une confusion. Et ça ne nous permet pas effectivement de parler le même langage, de regarder dans une même vision, parce qu'on a politisé la guerre. Merci. Et les décisions diplomatiques aujourd'hui ont de retomber. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être sérieux. Nous-mêmes, nous voulons que la communauté internationale, c'est de là que je vais finir, de sanctionner le Rwanda. C'est qui est tout à fait logique. Mais nous-mêmes, nous sommes incapables à nous de sanctionner le Rwanda, par exemple, en rompant des relations diplomatiques, en fermant des frontières. Vous le souhaitez? Nous le souhaitons bien sûr, parce que nous sommes dans une guerre. Vous, oui, personnellement, je le soutiens, nous sommes dans la guerre. Et lorsque vous êtes dans la guerre, un État sérieux manifeste aussi sa méchanceté. Un État sérieux manifeste aussi ce qu'on appelle la colère. Voilà. À ce moment ici, on devrait d'abord rompre avec les relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda s'il le faut. En ce moment ici, nous devrions fermer les frontières. En ce moment ici, nous devions nous retirer de toutes les organisations dans lesquelles nous appartenons avec le Rwanda, notamment la CPGL, la CIRGL et l'EAC. Mais le président de la République manifeste sa colère. Il a dit d'ailleurs qu'il rencontrera le président rwandais aussi. Les questions d'État, il faut les traiter avec beaucoup de retenue. Surtout que lui, il est le président de la République, on l'appelle garant de la nation. Pourquoi garant de la nation?
parce que c'est lui qui représente l'État. C'est quelqu'un que nous pouvons laisser en gage lorsque l'État a des difficultés. C'est-à-dire, il ne doit pas traiter des questions avec beaucoup d'émotion. C'est un homme d'État, il ne doit pas sortir des mots comme il les veut, comme il les prétend, parce que chaque parole d'un chef pèse. Il racontera le président Kagame aussi. Malheureusement, et nous ne voulons pas des hommes aussi émotionnels pour gérer les questions d'État. La colère ne se manifeste pas par des paroles, c'est par des actes. Quel est cet acte qui nous a déjà prouvé réellement que nous sommes en guerre? Il ne veut pas raconter Kagame, par exemple. Lorsque vous prenez même, mais c'est lui qui était le premier arrivé en Angola lorsqu'il s'agissait d'une rencontre. Le président Kagame n'était pas le premier arrivé, c'est le président Tshisekedi qui était le premier. Donc, quand moi je parle de ça, c'est pour effectivement manifester la colère de l'État, pas de la colère de l'individu, comme président Tshisekedi. Il représente l'État. Oui, maintenant, ces actes, ces agissements, ces paroles doivent prouver et doivent raconter l'entente de la population parce qu'on l'appelle le symbole de l'unité nationale. Parce que c'est lui qui doit nous mettre ensemble pour faire la guerre. Et l'armée, et les citoyens, et toutes les organisations de la société civile, c'est lui qui nous représente, le symbole de l'unité nationale. Et il doit éviter toute parole de division, tout comportement de séparation, pour essayer un peu de garder cette unité nationale. Mais à ce niveau ici, c'est de là peut-être que je voulais finir, il y a malheureusement plusieurs questions, et il y a beaucoup de la matière là-dessus pour faire comprendre à nos populations et à nos compatriotes. Une minute s'il vous plaît, à nos compatriotes. À ce moment ici, on devrait nous retirer ou suspendre temporairement nos participations dans des organisations avec lesquelles nous appartenons avec le Rwanda. J'ai cité le CPGL, j'ai cité la CIRGL, j'ai cité l'EAC. Et au niveau international, on ferme d'abord l'accès à l'espace Schengen, à l'Union européenne, comme Kabila l'avait fait lorsqu'il y avait des problèmes d'ordre politique et de la démocratie. Il a fermé ça pendant 4 ans. Nous suspendons également notre participation aux Nations Unies. Parce que comme nous avons des choses à apprécier chez nous, il faut que nous puissions aussi les contraindre à prendre des décisions. Mais nous ne devons pas attendre plus à l'extérieur que nous devions le faire en interne. Ça doit commencer d'abord par des initiatives internes pour que les gens comprennent le sérieux et la considération avec laquelle nous prenons la situation. Merci Christophe. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, il y avait beaucoup de la matière. Nous sommes vraiment au bout de cette émission. Nous considérons cela comme votre conclusion. Nous n'allons pas encore vous donner la parole. Hein. Si nous vous donnons encore une fois la parole, ça sera encore d'autres idées qui vont pleuvoir. Merci beaucoup. Merci parce que vous n'en manquez pas. Pour cette opportunité. Et nous serons toujours là au service de notre pays. Lorsque vous nous appelez, en tout cas, nous ferons violence pour arriver à ce genre de débat et d'accorder beaucoup plus de nécessité à notre peuple d'apprendre. Merci de vos analyses, madame, messieurs. Je vous rappelle que nous devons toujours travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, à très bientôt.